Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en action, ou du moins les marchés en temporisation, puisque ces dernières semaines, nous avons assisté à une stabilisation, voire à des rebonds techniques sur de nombreux secteurs et de nombreux indices. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour Zone Bourse. Nous sommes aujourd'hui le mardi 26 juillet 2022 et il est temps de faire un point sur les marchés. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Les informations que l'on voit ici ne constituent pas des conseils en investissement. Je vous rappelle vos rendez-vous sur Zone Bourse tous les matins, le morning meeting d'Anthony Bondin, tous les jours Planète Bourse avec Roxane Nojac et comme tous les mardis, on se retrouve pour décrypter les marchés. Au sommaire de cette émission, pas grand-chose à rajouter dans le focus marché. Nous avons toujours des tensions avec la Russie, avec des problématiques au niveau du gaz, le pétrole qui a bien reculé ces derniers temps et qui se stabilise sur son support. On a les actifs risqués, le Nasdaq, le Bitcoin qui commence à flancher ces derniers jours. Est-ce que c'est le début d'une reprise de la baisse ou est-ce qu'on va réussir à se stabiliser? Cette semaine, c'est vraiment une semaine clé parce que, ne serait-ce qu'en France, on a 30 sociétés du CAC 40 qui vont publier dans la semaine. Notamment le luxe, enfin 30 sur 40, donc pratiquement toutes en fait. Cette semaine, mercredi, on a aussi rendez-vous avec la Fed. On va voir si la Fed ose monter ses points de 75 points de base alors que maintenant, les marchés s'attendent à une récession. Court terme ou moyen terme, ça dépendra du chiffre qui sera publié jeudi. Jeudi, on va avoir le PIB du deuxième trimestre aux États-Unis. Si on a un deuxième trimestre consécutif en baisse, on est en récession technique. La Maison-Blanche a essayé de nous préparer psychologiquement en nous disant que 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, ce n'est pas une récession. C'est un peu comme l'inflation transitoire. Elle est transitoire à long terme sur 3 ans. Du coup, c'est plus vraiment du transitoire. On va de toute façon vers un ralentissement économique prononcé. Aujourd'hui encore, on a eu des révisions à la baisse pour la croissance annuelle de pratiquement toutes les zones économiques. Ce que j'ai mis en avant sur Twitter, le post de Christophe Barrot et également Alexandre Baradez qui font un très bon travail niveau macroéconomique. Je vais vous montrer une vingtaine de graphiques, 22 exactement je crois, et je vais vous montrer que il n'y a pas beaucoup de choses positives à se mettre sous la dent à court terme. Donc espérons que les publications soient positives, espérons que la Fed essaye d'avoir un discours où elle montre qu'elle a la situation en main, bien qu'on ait bien compris que la Fed ne savait elle-même pas comment l'inflation fonctionnait et comment la juguler. Et voilà, préparons-nous quand même prudemment à des soubresauts sur ces marchés. Est-ce qu'on a encore un petit peu d'essence dans le moteur pour que le rebond aille un petit peu plus haut, ou est-ce qu'au contraire on va revenir vers les plus bas annuels? En tous les cas, je m'attends à un second semestre plutôt compliqué. Alors, on passe au top flop. On va regarder plein de graphiques ensemble que vous compreniez un peu l'environnement dans lequel on est. À gauche, ce sont les achats de la Chine et de l'Inde d'énergie russe. Et on peut constater que la Russie a très rapidement retrouvé des partenaires avec lesquels travailler. À droite, vous avez un graphique des anticipations de baisse des bilans des banques centrales. Comme vous pouvez le voir, depuis la crise de 2008, les banques centrales ont injecté de l'argent pour faire tenir les économies et les marchés. Post-Covid, elles ont envoyé la gomme. Et là, elles vont se retirer. Et elles commencent tout juste à se retirer. Or, des banques centrales qui retirent des milliers de milliards des marchés, vous vous doutez bien que c'est tout l'inverse d'un soutien. C'est un poids énorme que va devoir porter le marché, qui va peut-être d'ailleurs le faire plier.
Les résultats des entreprises sont sur des plus hauts historiques et c'est ce qui justifiait que les indices boursiers soient revenus très hauts. Mais attention, les révisions à la baisse à court terme et pour les mois à venir continuent de s'entasser. Les analystes revoient leurs copies au fur et à mesure. En effet, à droite, je vous avais déjà montré ce graphique, des anticipations des analystes pour 2022, 2023, 2024. On était dans un doux rêve où les analystes, économistes, pensaient qu'on allait continuer d'avoir de la croissance, et de la croissance notamment des bénéfices des entreprises aux États-Unis. Ce scénario est en train d'être complètement revu actuellement. Et c'est ce qui explique justement que les indices aussi aient du mal. Un phénomène donc très important, ce sont les banques centrales. Ici, vous pouvez voir les différents programmes de la Fed ces 10 dernières années. Il y a eu des périodes, 2012, 13, 14, où elle était en soutien. Ensuite, elle était en pause. En 2018, 19, la Fed a voulu se retirer des marchés. Les marchés ont perdu 25%. Du coup, la Fed a dû revenir au galop en soutien des marchés. Puis, il y a eu le Covid. Donc là, ça a été la fête du cash. On a injecté de toutes parts. Les États, les banques centrales ont fait all-in. Elles ont mis tous leurs jetons sur la table, ça a fait exploser les économies, les marchés, l'immobilier. Et puis aujourd'hui, on est en train de vivre le contre-coup de ça avec une inflation historique. Et là, comme vous pouvez le voir, on est dans le programme QT de nouveau, c'est-à-dire que la Banque centrale va se retirer. Ici, c'est un graphique qui vous montre les révisions à la hausse ou à la baisse des résultats du S&P 500. Et vous pouvez voir que c'est en train de plonger et qu'on est en train d'avoir, après avoir eu des révisions haussières pendant l'année 2020-21, on est en train d'enchaîner les révisions baissières et de se rendre compte que l'avenir ne va pas être aussi radieux que ce qu'on aurait voulu qu'il soit. Un avenir qui va être chamboulé par les taux d'intérêt. Alors, j'ai toujours pensé que les taux n'iraient pas très très haut, parce que nous sommes dans un monde ultra endetté où les taux ne doivent pas aller haut, sinon ça fait complètement disjoncter la machine économique. Je pense que les banques centrales ne monteront leurs taux pas bien haut. Je pense que d'ici 2023, on parlera de nouveau de baisse de taux dans certaines zones. Mais je pense qu'on n'est pas là de revenir à des taux négatifs et qu'on va quand même avoir un régime de taux qui va être supérieur à ce qu'il a été ces dernières années. Donc il faudra investir dans de la croissance, de la qualité et faire attention dans sa sélection d'actions parce que le marché, lui, va être sélectif. Le graphique de droite montre qu'il n'y a nulle part où se cacher. Ni sur les actions, ni sur les obligations. Tout le monde a souffert cette année, c'est un véritable carnage. Après, ça a été la fête complète en 2020-21. Donc, on vit le contre-coup de cette vague d'euphorie qui, en plus, était arrivée après 11 ans de marché haussier. À gauche, ici, on a l'optimisme, enfin non, le sentiment des petits business aux États-Unis, et c'est justement pas de l'optimisme, c'est un pessimisme exacerbé. Il y a de l'inflation, les gens se rendent compte qu'ils ont moins de pouvoir d'achat, les petits business se rendent compte qu'il faut réviser à la baisse, les gens ont moins d'argent, dépensent moins, les petites entreprises vont aller très vite moins bien, et on va le voir aussi, l'immobilier commence à en pâtir aux États-Unis. Donc on n'est vraiment pas dans un cadre très positif. À droite, c'est un graphique qui montre la baisse en moyenne dans un marché qui est soit en ralentissement mais qui ne fait pas de récession, et vous voyez avec les pointillés qu'après une correction ça remonte, soit au contraire on va vers une récession, et je pense que c'est le cas, auquel cas on a fait peut-être la moitié du chemin, mais il reste encore de la pénibilité dans les trimestres à venir. Ici, c'est des graphiques sur l'immobilier aux États-Unis. On peut voir qu'en 2022, on était dans la bulle des bulles, des bulles, des bulles, que ce soit au Canada, en Australie, aux États-Unis, on a atteint des prix complètement fous. Il y a eu des spéculations accrues, pendant le Covid notamment, et ça, c'est en train d'exploser. Cette bulle est en train de violemment s'exploser. À droite, vous avez les baisses de prix sur l'immobilier aux États-Unis. Et on voit qu'en ce moment, eh bien, les vendeurs sont en train de drastiquement baisser les prix parce qu'ils n'arrivent pas à vendre. Il y a moins de ventes que prévu. Il y a moins d'appétit que prévu. Les gens considèrent que ce n'est plus du tout le moment pour acheter. Donc on a beaucoup moins d'acheteurs qu'avant et beaucoup plus de vendeurs. Je vous laisse imaginer la suite.
À gauche, c'est un graphique du Nasdaq China Index. Ce sont les valeurs technologiques asiatiques cotées sur le Nasdaq. Et on peut voir qu'après un rebond, il n'y a pas grand-chose en termes de puissance et ça reste baissier. À droite, vous avez un graphique des destructions d'emplois, des suppressions d'emplois dans le secteur de la tech. Et vous pouvez voir que mai et juin, ça commence à y aller franco. Les sociétés, dans un premier temps, ont arrêté d'employer, puis maintenant, elles suppriment des postes. Et on entend même des grosses sociétés comme Tesla, Apple et d'autres dire il va y avoir bien moins d'embauches. On voit d'ailleurs depuis un mois les chiffres des demandes d'allocation chômage aux États-Unis qui augmentent. Donc on a une inflation très forte, une croissance qui ralentit, des gens qui se font virer, pas d'appétit pour l'immobilier et des banques centrales qui se retirent des marchés. Autre graphique qui montre les bilans des différentes banques centrales et on peut voir que au niveau de la Fed, en tous les cas, et de la BCE aussi d'ailleurs, pour l'instant, on a très peu réduit. Les banques centrales ne se sont pas encore fortement sorties des marchés, mais c'est en train d'avoir lieu et ça va peser dans les mois à venir. À droite, vous avez un graphique de la probabilité d'une récession en zone euro et aux États-Unis. On y va. Clairement, on y va. Alors à gauche, c'est un peu un vieux graphique, mais qui montre que les gens revenaient ces dernières années vers les marchés actions. Et on sait tous qu'avec le Covid 2020-2021, il y a eu des nouveaux entrants en bourse dans des proportions historiques. C'est des gens qui ont rapidement beaucoup gagné en 2020-2021 et qui ont rapidement beaucoup perdu en 2022. Ils apprennent les soubresauts de la bourse. À droite, vous avez un graphique qui vous montre les leviers, les positions prises sur marge, notamment aux États-Unis, chez les brokers. Vous pouvez voir qu'en l'an 2000, tout le monde se met à spéculer, puis ensuite il faut dégonfler. Pareil en 2008, ensuite on dégonfle. Là, on est en train de dégonfler, mais on n'a pas encore dégonflé dans les proportions des crises précédentes. Donc potentiellement, c'est ce que je disais sur Twitter aujourd'hui, nous sommes dans l'œil du cyclone. On a eu la première mi-temps et il va peut-être y avoir la deuxième mi-temps. À gauche, un graphique qui montre une analogie entre les prix du S&P 500 en 1998-2002 et ce que l'on fait actuellement. Et on peut voir que si on est bel et bien dans un marché baissier, ce n'est que le début et on pourrait connaître dans les mois à venir des périodes difficiles. À droite, c'est un graphique qui met le S&P 500 en haut et en bas, c'est les Google Trends, c'est-à-dire les recherches sur Google pour bear market. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que ces 10 dernières années, quand il y a eu beaucoup de recherches sur les bear markets, souvent c'était des points bas. Et récemment, on en a eu énormément. C'est ce qui plaidait pour un rebond de court terme. Je vous en ai beaucoup parlé au mois de juin et au mois de juillet. Je vous ai dit, tout le monde est négatif, tout le monde pense fin du monde, tout le monde broie du noir. Donc on va très certainement rebondir, ce que l'on a fait. Maintenant, concernant la suite, cette semaine sera déterminante. Je le répète comme je l'ai dit au début, cette semaine c'est une semaine avec énormément de publications aux États-Unis et en Europe, la Fed mercredi soir, le PIB américain jeudi soir, et ces différents événements devraient nous donner le tempo. On va passer à l'analyse graphique sur la plateforme de ProRealTime. Je commence avec un graphique du Nasdaq. Le Nasdaq qui a fait un creux le 16 juin, jour de mon anniversaire, et qui s'est repris en dents de scie progressivement. Tout le monde était négatif en bas, et quand tout le monde est négatif, généralement, les indices aiment bien mettre un coup de collier, un peu comme ils l'avaient fait au mois de mars après l'invasion de l'Ukraine. Néanmoins, ce qu'on est en train de faire n'est pas très joli. Je vous montre Google. C'est pas très beau, et ça publie ce soir. Est-ce qu'on va sauver le support in extremis ou est-ce qu'au contraire, après la publication, ça va gaper à la baisse et ça augure de pas très bonne chose pour les GAFA? On sera vite fixé. Ça, c'est Apple. Apple était haussière, superbe, au-dessus des mêmes 200. Elle ne l'est plus depuis le mois de mai. Depuis un mois et demi, elle est remontée, elle a soutenu l'ensemble du marché.
mais elle se cogne la tête non loin de sa MM200 jours. Je trouve pas du tout cette configuration alléchante. On a eu une vague baissière, on a un rebond technique. Je serais pas étonné que de nouveau on ait une jambe baissière. Mais attendons de voir les publications, ne vendons pas non plus la peau des taureaux. Après, me concernant, là je suis revenu de vacances, j'ai allégé mes portefeuilles pour l'été après le rebond que l'on vient de connaître récemment. Et personnellement, je suis passé vendeur sur le Nasdaq vendredi dernier pour me couvrir. Si le marché remonte et casse les plus hauts de la semaine dernière, c'est très bien. Ça reverdira les valeurs restantes en portefeuille, mais si on coule de nouveau et qu'on va vers les plus bas annuels, j'avais envie d'avoir une position vendeuse sur le Nasdaq pour me protéger. La période, vous voyez, de ces dernières semaines me fait penser à l'œil du cyclone. On a eu une première vague, on est dans l'œil du cyclone, les mois à venir vont être compliqués. Bonne nouvelle pour notre CAC Kouné, le 440 est quand même bien solide. Stop ou encore, c'est la question. Est-ce qu'on va réussir à mettre un coup de collier vers 6003 ou 6005 ? J'ai du mal à trouver des raisons qui pourraient faire qu'on aille là-haut. Après, comme je vous l'ai dit, il y a les résultats à la Fed et le PIB américain, donc je reste ouvert à toutes les possibilités. J'envisageais un range pour cette année. Pour l'instant, le scénario du range est respecté. Simplement, vous me diriez que d'ici la fin de l'année, on va revenir vers le bas du range, voire même qu'on va se faire une frayeur dessous. Je ne serais pas étonné. Et comme n'importe quel scénario, il faut savoir ajuster. J'ai parlé d'un scénario de range et du fait qu'il fallait acheter au son du canon au mois de mars pendant la guerre en Ukraine. On a parlé des échecs sous MM200 sur le CAC, sur le DAX, sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur le Nasdaq au mois de mars-avril. Quand on est revenu au mois de juin, juillet ici sur support, j'ai indiqué le support. On a eu des rebonds, on a eu des choses à faire sur action. Là, franchement, je sais que je ne sais pas. Voilà. On peut regarder l'euro-dollar, qui reste bien baissier. Dollar fort veut dire pression sur l'euro-dollar, pression sur les métaux, pression sur les indices. L'euro-dollar, alors que tout le monde, lorsqu'il a touché la parité, disait c'est la fin de l'euro, nanani nanana, il a repris 280 points parce que l'euro adore, comme n'importe quel actif, aller contre le consensus. Quand on était à 1,0350 qu'on a cassé, je vous ai dit qu'on allait tester la parité. Quand on a touché la parité et que tous les journalistes ont titré c'est la fin de la zone euro, bon, je vous ai dit voilà, on est sur un bas de canal, ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse un rebond. Concernant l'or et l'argent, ça tient. Et pour moi, toutes les baisses de l'or et de l'argent sont à long terme des opportunités d'accumuler des métaux dans une optique de diversification de portefeuille. L'argent sous-performe l'or, de par sa propriété aussi un peu industrielle, donc corrélée à la conjoncture économique. On est passé sous les 20, qui désormais font résistance. Mais c'est pareil ici, dans les mois qui viennent, si l'argent devait continuer de baisser, j'en accumulerai avec plaisir. Ça c'est le pétrole. Donc les risques récessifs en résistance ici, la guerre en soutien, on est posé sur MM200, on est posé sur un bas de range. Après si le marché de plus en plus joue la baisse des actifs risqués et joue la récession, je vois mal comment pétrole et pétrolière pourraient continuer de monter. Et je pense que le pétrole restera sous pression tant qu'on aura des risques de ralentissement économique et des révisions à la baisse des résultats des entreprises et des anticipations de croissance. Du coup, dans ce cadre de marché dégradé, baissier de moyen terme, avec une conjoncture économique pas très bonne et des banques centrales qui ne sont absolument pas en soutien, voire même qui sont à l'inverse en pression, je vois mal comment le Bitcoin pourrait rebondir. Il y avait un rebond technique à jouer, certes. En vacances, à 22 500, 23 000, j'ai dit attention, ça pourrait ne pas aller beaucoup plus haut. On a fait 1000 $ de plus, mais bon, pour le Bitcoin, c'est pas grand chose. On n'est pas à 1000 $ près.
La configuration dans laquelle nous sommes, c'est un drapeau. Un drapeau, c'est un canal haussier, ici, à contre-tendance de la dynamique baissière, et généralement, on sort par le bas de ce genre de figure. Je ne serais donc pas étonné de voir le Bitcoin aller en direction des 15 000 $. Sauf bien sûr si cette semaine, par la magie et l'opération du Saint-Esprit, les actions, les indices et tous les actifs risqués repartent à la hausse. Pour l'instant, moi je vous donne mon ressenti. Quand il y avait beaucoup de pression et de sentiments négatifs et de pessimisme exacerbé, j'aime bien prendre le contre-pied et dire qu'on va rebondir, mais on a rebondi, et là j'ai plus grand chose à me mettre sous la dent pour être positif. Donc je préfère vous dire mon ressenti, quitte à me planter, puisque se planter fait partie de mon métier et du métier d'investisseur et de trader. On va regarder des actions maintenant, et je vais vous montrer pourquoi certaines sont bien, pourquoi d'autres le sont moins, et pourquoi certaines ne m'intéressent pas, ou bien quelles zones surveiller. On commence avec Alphen. Et là, c'est beau. Tendance haussière, une valeur sur ses plus hauts historiques, un secteur recherché, et alors que les indices plafonnent un petit peu, elle inscrit des nouveaux plus hauts historiques. Alors elle va peut-être pas monter tout droit ici, il y a une flèche qui montre que c'est haussier, elle va peut-être faire un repli avant de monter plus haut, mais j'attire votre attention sur le fait de préconiser d'aller vers des dossiers haussiers, car la probabilité d'un gain est supérieure sur une action haussière par rapport à la probabilité d'un gain sur une action baissière. Gravez-le sur votre écran ou sur une feuille de papier que vous collez au-dessus de votre PC. Achetons ce qui monte, ce qui surperforme, pas ce qui se fait plier en quatre. Believe, par exemple, introduction boursière l'année dernière, elle a tenté une GLB qui a été rapidement avortée, elle est extrêmement baissière depuis. C'est peu liquide, c'est extrêmement baissier, ça ne m'intéresse donc pas. Boeing a fait un rebond technique après être revenu récemment en juin sur ses plus bas du Covid, mais on voit bien que une dynamique reste baissière. Elle a fait un rebond technique d'ailleurs sous une zone de résistance, sous une zone de gap. Peut-être que le rebond technique touche à sa fin. Boiron, j'adore. Ça monte depuis le début de l'année. Une des rares valeurs qui ne fait que monter depuis le début de l'année. Donc c'est le genre de valeur sur lequel les replis vont m'intéresser. D'une part parce que depuis 30 ans elle est haussière, d'autre part parce qu'elle est dans une sorte de configuration du phénix et qu'après une longue période de range, elle essaye d'en sortir par le haut. Alors forcément si les marchés se font un petit peu pressuriser, elle aura du mal à monter, mais elle pourrait rester soutenue. Et donc vous voyez qu'en cas de repli, de retour vers MM200, c'est le genre de dossier que je vais apprécier. Alors que des valeurs comme Casino, je vais les fuir. Parce qu'elles sont baissières et moches. Dégradées, vendues, shortées, baissières. Donc ça ne m'intéresse pas. Au contraire, ce qui m'intéresse c'est ça. Comme Set & Corp aux États-Unis, qui inscrit... Alors je crois pas que c'est un nouveau record historique. Voilà, depuis 2010, elle est extrêmement haussière. Et sur ce graphique, on voit même pas le Covid, on voit même pas la guerre en Ukraine. Super dossier haussier de trend following moyen-long terme. C'est ça qu'on cherche. C'est des valeurs qui vont revenir sur MM200, on achète et boum, ça repart dans l'autre sens. Cogra en étant un autre exemple. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est trop beau. Tendance haussière, naissance d'un trend following, retour sur MM200, hausse, retour sur MM200, explosion haussière. C'est ça que vous devez mettre dans vos portefeuilles. Des actions qui montent, des actions qui font des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, des actions qui sont recherchées, des actions qui réagissent positivement sur leur MM200 et qui sont en trend following haussier de moyen terme. Et pas ça. Ça c'est Crocs. Crocs elle avait cartonné en 2020-21. Puis là, on a la fin d'un trend.
cassure des mêmes 200, tendance baissière. Alors après, il y a des rebonds techniques, mais rapidement, le rebond technique, vous voyez, arrive sous des résistances, elle se cogne la tête et ça retombe. Digital Reality Trust. Je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé dans ma liste, sûrement parce qu'un lecteur me l'avait demandé. D'une part, c'est baissier, d'autre part, c'est sous MM200 et en plus, c'est brouillon. Après, quand on dézoome un petit peu sur la situation, on se rend compte que c'est pas si mal que ça, notamment sur du très très long terme. Mais si on devait tracer des canaux de tendance, on voit qu'il y a encore de la marge avant de revenir sur des zones d'intérêt. Je dirais qu'à 100-110 $, ce genre de valeur est intéressante. À 127, elle a fait que la moitié du chemin. Edenred, ça aussi c'est pas mal. C'est haussier, c'est soutenu. Ça grimpe ces derniers temps. J'attendrai néanmoins qu'elle casse cette grosse zone technique, testée en janvier 2020 puis en juillet 2021. Elle est haussière sur plusieurs années. Là, ça commence en 2015, on est en 2022. Maintenant, il faut attendre la cassure. Si cassure il y a, peut y avoir nouvelle salve haussière. On ne va pas l'acheter sous une résistance. On voit, point positif, que les replis sur MM200 ont été payés. Donc certains, si replis sur MM200 il y a, en achèteront, en espérant qu'elle fasse une construction progressive avant d'aller inscrire de nouveaux records historiques. Eutelsat, c'est tout ce qu'on n'aime pas. Un couteau qui tombe. Une valeur de rendement qui n'est plus une valeur de rendement. Qui est en train de faire une acquisition et qui va passer d'un dividende très important à un dividende ridicule. Du coup, tous les fonds qui étaient dessus pour son dividende dégagent. Et hier, elle a baissé de 15%, 20%, peut-être même plus, attendez, hop, hop, ouais, 18%. Plein de gens qui me disent est-ce que c'est intéressant de l'acheter, etc. Je leur dis mais ça vous rappelle pas Orpea? Ça vous rappelle pas ça là? Et on voit par la suite qu'ensuite le titre est totalement délaissé. Eutelsat, elle va mettre un sacré temps avant de se relever. Donc faut fuir ce genre de couteau qui tombe. Vous allez vous couper, c'est tout ce qui va vous arriver. Française des Jeux. Il y a de l'idée. Ça commence à prendre forme, on voit qu'elle est recherchée dans les creux, mais pour autant elle reste baissière sous son oblique baissière. Donc plutôt que de courir après le papier, on attendra un signal fort, la cassure des 34,50, ou bien on attendra qu'elle revienne de nouveau faire une construction, peut-être en double, triple creux, peut-être qu'elle va revenir à 30 €. Donc il n'y a rien qui presse pour le moment, il n'y a pas de signal de retournement pour le moment. Pendant ce temps-là, par contre, vous pouvez aller sur ce genre de dossier, Getlink. Je vous en ai parlé à 15, je vous en ai parlé à 17, une fois, deux fois, trois fois. Et depuis plusieurs jours, semaines, eh bien Getlink, elle continue sa course, elle prend 20% en silence pendant que le reste du marché vivote. C'est ce genre de configuration-là qu'il faut rechercher. Même chose avec Greenvolt. Greenvolt introduite en 2021, une des rares actions introduites et très positives. Elle avait fait une GLB dès les premiers jours de cotation, puis elle était revenue tester sa GLB. Qu'est-ce qu'une GLB? C'est la cassure du plus haut d'introduction qui correspond au plus haut historique. Parfois ça se fait au bout de quelques jours, parfois ça se fait au bout de quelques années. Là, rapidement, les acheteurs ont montré qu'ils en voulaient. On est revenu tester le niveau, elle est en tendance haussière, elle est au-dessus des mêmes 200. Elle a testé ses plus hauts historiques ici, alors là elle essaye de passer, puis elle revient en dessous, puis elle revient au-dessus. Faut pas être à quelques pourcents près. Ce qui est important, c'est qu'elle tienne son trend. Là vous pouvez voir globalement qu'elle est dans un trend haussier progressif. Et parfois, pour certaines valeurs, les niveaux horizontaux fonctionnent un petit peu moins bien. Il faut juste se dire que si elle monte en haut de son canal, on peut alléger, que si elle revient vers le bas de canal, de nouveau, on pourra peut-être continuer d'en acheter sur repli le long de son canal haussier, de sa MM200, etc. Mais c'est ce genre de configuration haussière qu'il est bien de rechercher. Même chose sur GTT. Secteur recherché, bon résultat, tendance haussière puissante.
Il y a des consolidations horizontales qui se font, puis ça redémarre. Il y a des consolidations qui se font dans des petits canaux baissiers, puis ça redémarre. Et donc là, voilà, on se laisse porter gentiment par le trend de moyen long terme avec des stops larges sous les creux précédents, jusqu'à ce que retournement s'ensuive. Ou encore Ipsos. Ipsos, haussière, au-dessus des mêmes 200, très belle. Et là, Ipsos, elle est en train de tenter quoi? Elle est en train de tenter de casser son plus haut qui date de mars 2000. Elle est en train de faire une GLB 22 ans après avoir inscrit ce record historique. C'est haussier, c'est soutenu, c'est beau, et donc c'est sur ce genre de dossier que les replis peuvent être mis à profit. Orsero en Italie, même chose, elle a été introduite en 2016, en 2017 elle a fait un plus haut à 14 €, puis ensuite il y a correction, Covid, et depuis ça repart très fort. Ça repart très fort et elle est aux portes de l'inscription d'un nouveau record historique. Piscine des Joyaux, j'en parle parce qu'on me l'a demandé. C'était une valeur dite Covid parce que pendant le Covid, tout le monde s'est fait construire une piscine dans sa maison secondaire au cas où ça durerait. Elle avait de très bons résultats, elle avait un carnet de commandes plein, mais une fois qu'elle est passée de 10 à 32 €, qu'elle a fait x3, qu'elle est devenue du coup un peu plus chère, et qu'elle a perdu ensuite son côté Covid, puisque toutes les valeurs Covid ont été délaissées. Alors, je ne dis pas que c'est une valeur Covid au même titre qu'un vendeur de tests, mais il y avait une partie de sa hausse qui était due à la spéculation Covid. Étant donné que les opérateurs sont sortis de ces dossiers qui avaient profité de cette spéculation Covid, eh bien, elle a perdu ce côté spéculatif Covid. Et depuis, elle a attaqué MM200, tenté de la tenir, puis elle a fini par la casser, et depuis elle est baissière et elle a perdu 30%. Pour l'instant, il ne se passe plus grand chose dessus. Il y a un énorme niveau ici vers 16 €. Si elle revient à 16 € et qu'elle réagit positivement, peut-être qu'il sera temps de nouveau de s'y intéresser, puisqu'elle aura perdu 50% et qu'elle reviendra sur un seuil clé. Mais vous voyez bien que c'est pas parce que fin 2021 elle avait un carnet de commandes plein qu'elle a continué de monter. Ensuite, une valeur allemande, PNE Agna. Elle passe 10 ans en latéralisation. Depuis 2020, le Covid, elle est en dynamique haussière. On ne voit pas le Covid sur son graphique, on ne voit pas la guerre en Ukraine sur son graphique, on voit une belle tendance avec à chaque fois des chandeliers impulsifs qui redémarrent la dynamique régulièrement et qui permettent de rentrer à l'achat pour jouer des vagues de hausse. C'est ça que vous devez rechercher. D'ailleurs, je remercie Aurélien qui m'envoie toutes les semaines de beaux dossiers européens dont personne ne parle mais qui ne font que monter. Et Voltalia, que j'apprécie beaucoup. Voltalia, secteur intéressant, les énergies renouvelables. Elle a attaqué, travaillé cette oblique baissière ici qui n'est plus trop pertinente désormais. Ce qui importe, c'est ce niveau de résistance horizontale. J'ai une alerte ici à 22,30. Dans le secteur, il y a NeoEN, il y avait aussi Albioma qui a été racheté, OPA. Et je pense que Voltalia a de beaux jours devant elle. Donc si elle venait à casser sa résistance avec du volume, ce serait une opportunité à mon sens intéressante. Voilà, vous l'aurez compris, il faut aller sur des valeurs qui font des plus hauts mensuels, annuels, historiques, des GLB, des cassures de résistance, du trend following, des tests positifs d'MM200, laissez les valeurs illiquides, laissez les introductions boursières, laissez les valeurs baissières, laissez les valeurs qui cassent des supports, laissez les couteaux qui tombent. Et si vous faites ça, vous augmenterez votre probabilité de faire des gains ou en tous les cas de moins vous faire exploser. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous retrouve sur les réseaux sociaux et sur YouTube la semaine prochaine. Au revoir à tous.